Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que je suis très heureux d'animer. Donc je suis Adrien Joly voilà, pour Licorne Culture qui est ma petite société qui est totalement inconnue, mais c'est pas grave. Mais j'ai travaillé longtemps dans le patrimoine avant, et donc je suis très heureux de recevoir une table ronde d'experts avec Josie Carrel-Torlet du Centre des Monuments Nationaux. Merci d'être là. Valère Rousseau, Atout France, Réinventer le patrimoine, et Pâquerette de Motte-Ménard, Acta Vista. Et puis Antoine Gilbert, qui est le start-upper de la session de Snap. Enfin, pas plus vraiment une start-up, oui, en effet. On parlera de ça, mais en effet, c'est une grosse start-up, quoi. Donc, on est là pour traiter d'un sujet qui nous préoccupe tous, faire vivre le patrimoine, les nouveaux modèles. Et c'est vrai que, on le sait, c'est une obsession et une situation qui est de plus en plus compliquée, on va dire. Le monde change extrêmement vite. On est en plus dans un contexte économique de plus en plus tendu. Et puis, le patrimoine, lui, c'est le temps long. Et donc, comment adapter finalement le patrimoine, comment le faire vivre, comment générer des ressources propres, comment se servir du patrimoine aussi pour dynamiser des territoires, des régions. Donc là, on va avoir différentes approches intéressantes. Et l'objectif, c'est que vous sortiez de cette séance avec de bonnes idées, ou en tout cas l'envie d'aller plus loin, l'énergie, l'enthousiasme retrouvé. Voilà. Donc gros objectif. Et je vais commencer par Josie. Voilà. Chère Josie. Donc Josie, peut-être commencer parce que voilà, j'ai dressé un portrait qui n'était peut-être pas tout rose du patrimoine, mais en regardant les statistiques de fréquentation du patrimoine en France, on a l'impression quand même qu'on a bien retrouvé une très bonne fréquentation, voire même un rajeunissement. C'était en tout cas ce que disaient les statistiques de 23. Alors, en 24, ça a évolué comment? Enfin, on prend quelle évolution en termes de fréquentation d'abord? Après, il y aura d'autres questions plus compliquées. Je n'en doute pas. Il n'a absolument pas voulu nous dire ce sur quoi il allait nous interroger. Donc, on est un peu en freestyle tous. D'abord, vous resituez le Centre des Monuments Nationaux. Le Centre des Monuments Nationaux, c'est 110 monuments sur tout le territoire national, 81 monuments qui sont ouverts au public. Et effectivement, nous recevons chaque année plus de 11 millions de visiteurs. Donc, ça a un peu baissé, en fin de compte. On a 300 000 visiteurs en moins en 2024 par rapport à 2023, mais c'est très lié en fin de compte aux Jeux Olympiques de Paris, puisque comme on pouvait s'y attendre avec l'expérience de Londres, effectivement nos monuments parisiens ont subi une baisse de fréquentation, mais en tout cas 11 millions de visiteurs maintenant, donc le patrimoine est vraiment ancré en tout cas dans le quotidien de tout à chacun. Et pour répondre à ta question sur à la fois une augmentation de fréquentation quand même qui est très nourrie, parce qu'effectivement 11 millions, maintenant on atteint ce stade, même si ce n'est pas l'alpha et l'oméga, hein, la fréquentation. Et on a surtout un quart de jeunes de moins de 26 ans. Donc ça corrobore ce que tu disais, où effectivement on est très très heureux de pouvoir accueillir chaque année dans nos monuments. Un quart de nos visiteurs sont des jeunes. Ça, c'est superbe. Donc, et alors, ce qui est intéressant également... Ah oui, j'ai oublié de passer la slide, merci. Ce qui est intéressant également, c'est le modèle économique de Centre des Monuments Nationaux. 100 monuments, et si je me souviens bien, il y a la fameuse péréquation CMN, qu'en général chaque représentant de CMN nous présente. Quelques modèles des grosses locomotives qui sont parisiennes, me semble-t-il, et qui permettent du coup de financer des lieux qui, eux, reçoivent moins de public. C'est toujours ça, hein. Et pas uniquement des monuments parisiens, mais effectivement, clairement, on a
une poignée de monuments qui permettent de faire vivre les autres et avec un modèle économique assez spécifique, puisque nous avons, pour en tout cas un établissement de l'État, sur 2024, nous avons 70% de notre budget de fonctionnement qui est lié uniquement à des ressources propres, donc avec différents leviers de ressources propres. Voilà. Après, bien sûr, nous avons une subvention de service public émanant du ministère de la Culture, une subvention au titre des monuments historiques. Voilà, mais on a énormément de besoins, effectivement, et 70% de ressources propres sur son budget de fonctionnement, c'est quand même très important, surtout quand ça repose que sur quelques monuments. Mais ça ne veut pas dire que ça... Enfin, on peut étendre à la fois ce nombre de monuments, et d'ailleurs c'est l'objectif de contribuer à la péréquation globale de l'établissement, tout en étant ambitieux, et en ne lâchant rien sur l'aspect culturel, scientifique de notre mission. Et là, donc, du coup, les 70%, j'imagine que c'est essentiellement la billetterie, mais pas que. Et qu'est-ce que vous essayez de développer? Quels sont les nouveaux leviers que vous mettez en œuvre? Parce que souvent, on pense que c'est billetterie, produits dérivés. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais voilà, quand on a passé la billetterie, qu'est-ce qui nous reste pour développer davantage les ressources propres? Il nous reste plein de choses. Alors, comme tous les établissements culturels, évidemment, la part prépondérante, c'est la billetterie, bien entendu. Mais c'est aussi les librairies-boutiques, puisque nous avons la spécificité. Nous n'avons pas nos librairies-boutiques, nous les gérons en propre. Ce ne sont pas des concessions de services publics. Et puis, c'est toute l'activité aussi domaniale. Donc, l'activité domaniale, ça peut être des concessions pour les restaurants de manière pérenne ou de manière éphémère. Ça peut être du locatif aussi, puisque nous avons, quand je dis qu'on a 110 monuments, on a 600 bâtiments nous appartenant. Donc dedans, on peut avoir de la location de bureaux, on peut avoir différentes choses. On a de la location de courte durée aussi, comme le font énormément à travers de la privatisation de l'événementiel. Et puis, on recherche, mais on en parlera, d'autres sources aussi, alliant à la fois notre mission principale et en valorisant nos monuments de manière patrimoniale, mais de manière économique également. Oui, justement, dans ce sujet-là, on a entendu parler parfois des tiers-lieux, qui était un projet que vous aviez développé. Est-ce que ça a fonctionné? Quel est votre retour d'expérience là-dessus, sur cette expérimentation qui date de 5-6 ans, je crois? Je n'étais pas encore arrivée. En tout cas, il y a un tiers-lieu que je connais particulièrement bien, c'est celui de Chausigny, qui est pas très loin d'un grand parc d'attractions de l'Est parisien, et où nous avons créé un tiers-lieu. On peut le créer de différentes façons. Et on pourra, certains de mes collègues pourront en reparler. Un tiers-lieu, ça peut avoir une vocation sociale et économique. Nous, sur ce tiers-lieu, en tout cas, quand on crée des tiers-lieux, on souhaite c'est aussi que ça fasse sens avec nos monuments. Et ce tiers-lieu a été créé à partir autour des métiers d'art. Donc, en aidant, en fin de compte, des artisans à occuper à la fois un lieu historique, des locaux et autour de spécificités autour des métiers d'art. Alors, avec la grosse difficulté, c'est que effectivement, un tiers-lieu, en tout cas tel que nous l'avons, et c'est la problématique d'un certain nombre de nos monuments, c'est qu'il faut être dans des monuments rénovés, préservés, et c'est souvent la grosse difficulté que l'on peut rencontrer. Oui, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que dans les stratégies pour faire vivre et dynamiser le patrimoine, on n'est pas seulement dans une exploitation patrimoine classique, on imagine d'autres solutions. Là, vous parliez de location de bureaux, et c'est ça, ça ouvre plein d'horizons finalement.
Oui, en fin de compte, Marie Lavandier, qui est la présidente de l'établissement, et la thématique de cette conférence ici, ça rentre complètement dans notre stratégie de ce qu'on a appelé CMN 2030, qui est un projet en fin de compte collaboratif qu'on a monté avec toutes les équipes du CMN en décloisonnant absolument tout. Et ce que dit Marie Lavandier, c'est que elle ambitionne, en fin de compte, nous ambitionnons vraiment d'interroger les mutations du patrimoine tout en préservant l'âme de l'institution. Et en faisant participer également des acteurs professionnels que nous sommes, mais ça peut être aussi des habitants. Et c'est très important pour nous de réinvestir comme ça nos lieux de patrimoine. Oui, c'est finalement de l'implantation territoriale aussi. Il y a un lien avec le territoire dans lequel le lieu est à chaque fois et ça permet parfois de le développer. Ah bah c'est ce qui est extraordinaire au CMN, c'est que nous sommes ancrés dans les territoires. Et je pense que nous sommes souvent les seuls représentants de l'État sur le territoire. D'accord. Merci beaucoup, Josie, pour ces mots. Et on va enchaîner avec Valère, puisque finalement, c'est un autre dispositif, mais ça recoupe pas mal de choses qui ont été dites par Josie. Valère, du coup, tu es le coordinateur de Réinventer le patrimoine, un dispositif financé par la Caisse des dépôts et qui prend des porteurs de projets et les accompagne, les aide pour qu'ils transforment des porteurs de projets qui ont un projet de restauration de patrimoine et de faire vivre des lieux. Alors peut-être tu peux nous présenter un peu ce dispositif. Je crois que ça existe depuis pas mal d'années et il doit y avoir d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on a un petit peu de recul maintenant sur ce dispositif qui a été lancé et qui a eu quelques réalisations qui ont très bien fonctionné. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, réinventer le patrimoine, c'est un terme un peu barbare, c'est un dispositif d'ingénierie. Donc, en fait, nous, on est en phase amont des projets. Là, le Centre des monuments nationaux, ils sont en conservation, en exploitation des monuments, en valorisation. Nous, on est dans la phase amont, c'est-à-dire les projets qui s'implantent dans des sites qui sont vacants, où il n'y a pas d'activité. La question, c'est de voir comment on peut développer des usages, comment on peut ouvrir ces lieux, mais avec un modèle économique qui doit être équilibré pour des projets, la plupart du temps, qui sont publics-privés. Voilà, au départ, en fait, cette question un peu des modèles économiques, des projets économiques, c'était un peu une opportunité. On se disait qu'il va y avoir une baisse de subventions publiques, il va falloir trouver des recettes, développer les recettes propres des sites, et puis inciter aussi des opérateurs, des investisseurs à s'intéresser à ces grands sites patrimoniaux. Aujourd'hui, je crois que c'est devenu vraiment une nécessité, c'est plus une opportunité, c'est une nécessité. Quand on a commencé, c'était il y a 5 ans. C'était juste avant le confinement. Il y avait quand même une dynamique autour du patrimoine aussi sous l'impulsion de Stéphane Bern. Et puis il y a eu le Covid. Paradoxalement, il y a eu un petit peu eu le quoi qu'il en coûte. Donc il y a eu des moyens financiers qui ont été mis pour le patrimoine. Et puis là, ça y est, depuis des années, on dit qu'il va falloir... on parle du contexte de raréfaction des deniers publics. Là, on y est vraiment. Et donc il y a une baisse des budgets. Et il faut trouver des projets, il faut trouver des opérateurs pour pouvoir investir ces grands monuments qui sont partout en France, dans les grandes destinations touristiques internationales, dans les grandes villes. Il n'y a pas forcément besoin d'ingénierie publique. Et puis, dans les 95% du reste du territoire en France, il faut pouvoir créer cette rencontre en fait, entre les propriétaires et puis les investisseurs, les exploitants. Et c'est le travail qu'on fait. Donc, on le fait depuis 5 ans. On est en train d'accompagner une petite trentaine de projets, publics, privés, souvent dans des grands monuments. Alors, tout type de patrimoine confondu. Ça peut être des édifices religieux, ça peut être des châteaux, ça peut être du patrimoine militaire, du patrimoine hospitalier. Et puis pour toute nature de projet, alors souvent avec quand même une teinte, une dimension touristique, culturelle, événementielle, ou d'économie sociale et solidaire. Et on va le voir tout à l'heure avec Pâquerette qui va présenter le projet de la Citadelle de Marseille qu'on a pu accompagner. Et donc on a des projets avec des stades d'avancement différents. Au départ, on avait parfois des sites où il y avait, on a un grand site, on a une collectivité, on ne sait pas quoi en faire, comment on peut développer un projet. Et puis parfois, on est plutôt sur les phases de faisabilité, comment on a un projet, mais est-ce qu'il est viable économiquement? Donc là, on passe par l'étude de marché, on regarde le montage juridique et financier, on regarde la programmation architecturale aussi, de voir si les usages qu'on pressent rentrent bien dans le bâtiment, sont bien conformes. Et puis ensuite, on fait la mise en relation avec des opérateurs et des exploitants. Et là, qu'est-ce qui manque dans ce projet? Enfin, il manque pas tout, mais parfois, est-ce qu'il manque plutôt des investisseurs ou des porteurs de projets? Quelle est la difficulté? Je pense qu'effectivement, le point de départ, c'est vraiment le projet. Voilà. Ouais. C'est vraiment d'avoir des projets et d'avoir effectivement, comme tu dis, des porteurs de projets, c'est vraiment des chefs de projet impliqués.
souvent sur des projets publics, ce qu'on aime bien, c'est des binômes élus-chefs de projet. Ouais. Élus parce qu'il faut vraiment une vision politique très forte, qui s'inscrivent dans la durée aussi. On va parler peut-être de certains projets. Là, je vois à l'écran la place Ducale de Charleville-Mézières. Il y avait la volonté de d'Ardennes Métropole, l'agglomération de Charleville, d'avoir un projet d'hôtel sur cette place Ducale, qui est un site magnifique si vous connaissez. Et finalement, de l'envie, en fait, de l'intuition de départ à la réalisation, là on va être en phase de travaux, on a trouvé l'opérateur, les travaux ont commencé, il s'est passé 10 ans. Voilà, donc il faut vraiment qu'il y ait une ambition, vraiment un soutien politique fort. Et puis après, effectivement, il faut des chefs de projet, il faut pouvoir avoir effectivement une définition comme ça. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il y a un nombre d'aides immenses qui existent, mais il faut les connaître. C'est des dispositifs parfois compliqués pour candidater et pour recevoir des fonds. Donc vous accompagnez un petit peu ces porteurs à identifier finalement toutes ces... Oui. C'est aussi ça le rôle de... Nous, on ne finance pas les projets Voilà. directement, on finance vraiment l'ingénierie, vraiment la Ouais. réflexion intellectuelle pour pouvoir rendre ces projets à maturité et pouvoir effectivement après aller chercher des subventions et trouver des financements. Et à part évidemment celui que Pâquerette nous évoquera à Marseille, est-ce que vous avez des projets dont vous êtes particulièrement fiers, où vraiment ça a fonctionné, et puis d'autres peut-être des échecs aussi? Ouais, j'ai cité tout à l'heure donc Ouais. le projet de la place Ducale. Donc ça, c'est un projet dont on est fier parce que c'est un projet très complexe. Alors, projet a priori qui ne semble pas difficile comme ça, c'est-à-dire de faire un hôtel, on dirait de milieu de gamme, 3 étoiles plus, dans un site patrimonial, une quarantaine de chambres. On pourrait penser comme ça que c'est pas si difficile. En fait, c'est contre-intuitif. Le patrimoine, c'est des coûts d'investissement qui sont très importants. C'est des rentabilités d'exploitation qui sont difficiles parce qu'on n'a pas, on n'a pas des surfaces extensibles. Donc, il va falloir qu'on s'intègre dans le monument. Et donc, c'est difficile de trouver les opérateurs et de trouver le montage juridique et financier pour réussir à financer les opérations. Donc là, on a réalisé ces études et on est très content d'avoir trouvé un exploitant et des investisseurs avec une société d'économie mixte, une foncière régionale qui prend en charge l'investissement pour sortir l'opération. Donc l'hôtel est en travaux et sera livré en 2027-2028. Sur l'écran, je ne sais pas si pour la partie gauche de l'écran, vous avez un site à l'île de la Réunion qui est le domaine de Maison Rouge, qui est un ancien domaine caféier à Saint-Pierre, et qui est un site qui est intéressant parce qu'en fait, un des enseignements qu'on a fait sur le patrimoine, que je disais, le patrimoine est dans tous les territoires, toutes les destinations, y compris rurales. Et pour ces territoires, finalement, il va falloir, pour que les projets, faire destination. C'est-à-dire que le patrimoine seul ne suffit pas. Il va falloir vraiment définir un projet dedans, une programmation d'activité, le faire vivre et avoir quelque chose qui soit cohérent avec l'histoire du site et qui soit suffisamment attractif pour faire venir les visiteurs. Ça, c'est un peu la règle d'or, quoi. Ça, c'est la règle d'or. Et souvent, on a des projets qui sont thématisés et donc on cherche des thématiques en lien avec l'histoire. C'était un domaine café il y a 300 ans et le site aujourd'hui est un musée d'art décoratif de l'océan Indien, qui est un site qui a une petite fréquentation de 10 000 visiteurs. La région Réunion, qui est propriétaire, nous demande comment on fait pour pouvoir avoir un site avec une plus forte attractivité. Et on a développé un projet touristique et culturel, où on va réimplanter une activité caféière, on va réimplanter des nouvelles activités touristiques pour attirer un public familial. Et donc là, il y a tout un projet d'investissement public-privé qui se monte. Voilà. On a d'autres projets comme ça qui peuvent être thématiques. Je pense par exemple aussi dans des grandes villes. On va parler à Marseille de la Citadelle. Il y a aussi l'Aérosol, un projet dans le 15e arrondissement, dans un quartier qui est en pleine mutation, quartier nord. Là, le site est magnifique et puis le projet est vraiment, le quartier en pleine mutation, ça va vraiment être un phare patrimonial dans le quartier qui va être avec beaucoup de bâtiments neufs. Pour autant, les porteurs de projets se disent ça ne va pas suffire, cette dimension historique. Il faut qu'on ait une programmation et il va y avoir toute une thématique événementielle sur le street art et le hip-hop. Voilà, donc on aide les porteurs de projets à définir un business plan pour pouvoir sortir leur projet, par exemple. Et j'imagine que vous avez aussi des demandes où vous refusez tout simplement de les accompagner parce qu'ils sont hopeless, non? Oui, on a beaucoup de demandes. Alors, nous, on intervient surtout sur des projets plutôt de patrimoine d'envergure, c'est-à-dire plusieurs milliers de mètres carrés, où on a la possibilité d'avoir plusieurs espaces, une mixité d'usages, souvent avec des usages culturels et des usages économiques, comme de la restauration, de l'hébergement, de la privatisation d'espaces, des tournages, qui permettent, en fait, avec un système de péréquation, de financer les activités qui vont perdre de l'argent, mais qui vont apporter le flux, notamment culturel ou sportif. Voilà. Donc on est plutôt sur des grands patrimoines, effectivement. Et puis après, on va regarder
des projets où il y a une certaine forme de maturité. Et là, on le disait tout à l'heure, vraiment, il faut qu'il y ait un projet avec un chef de projet, un soutien politique fort, et puis une perspective quand même de modèle économique pour pouvoir attirer derrière des opérateurs privés. Quand on a des projets qui sont tout culturels, c'est des très beaux projets, mais on ne va pas sur ces projets-là parce qu'effectivement, dans le contexte budgétaire dont on parlait à l'instant, Il faut c'est plus réussir. difficile. Ouais. Bah, merci beaucoup. Alors, et du coup, peut-être pour illustrer un des projets, je me tourne vers Pâquerette, qui est la directrice générale de Actavista. Et Actavista, ça fait partie du groupe SOS. Ça existe depuis 2002, c'est ça Tout peu à près. fait. Et voilà, merci. J'oublie à chaque fois. Merci Maxime. Et donc, bon, je connais un petit peu parce que j'étais le voisin de Pâquerette pendant quelques années. On se faisait coucou. Moi, j'étais au MUSEM. Et donc, du coup, Actavista, c'est une super idée de faire de la réinsertion professionnelle et de restaurer le patrimoine. Alors, peut-être vous pouvez nous raconter un petit peu comment c'est venu et puis comment ça a évolué. Et si j'ai bien compris, vous restaurez, puis quand c'est fini, vous laissez, quelqu'un reprend les lieux. Enfin voilà, expliquez-nous. Alors, effectivement, Actavista est une association qui a été créée en 2002. Finalement, nous, le patrimoine, on y est venu, alors pas par hasard, mais ce n'est pas l'objet même de notre mission. Finalement, notre mission, elle est avant tout sociale, puisque notre objectif, c'est d'accompagner des hommes et des femmes en situation de précarité économique et sociale à se remobiliser vers l'emploi, à reprendre confiance en eux, à reprendre un peu de fierté et se bâtir un avenir professionnel. Et pour ça, le fondateur de l'association, parce qu'il était convaincu qu'il fallait, pour justement actionner ce levier de fierté et de confiance, eh bien, confier à ces personnes en difficulté de belles choses, de belles tâches, de belles missions, et que le patrimoine historique, à son sens, était un support assez idéal. C'est pour ça qu'il est allé chercher finalement un peu les plus beaux monuments du patrimoine inscrit classé comme support de ces chantiers d'insertion et de formation professionnelle. Donc effectivement, aujourd'hui, alors on se déploie dans différentes régions en France et on a la vocation à essayer de d'essaimer ce modèle. On recrute en fait des personnes qu'on va accompagner pendant un an. On va les aider à lever les freins à l'emploi et on va les mettre directement sur le chantier en situation de travail. Ils vont être formés un peu de pair à pair avec nos équipes de permanents qui sont pour la plupart des compagnons du devoir ou des personnes en tout cas qui ont cette capacité à la fois à restaurer des monuments historiques dans les règles de l'art, mais aussi qui ont cette envie de transmettre et notamment à des personnes en situation de fragilité. Et puis, en fait, on a créé un organisme de formation pour pouvoir accompagner toute la pédagogie de formation autour de ces chantiers et s'assurer à la fois d'une qualité des réalisations faites, mais aussi de s'assurer de cette transmission des savoir-faire et de pouvoir mener nos salariés en insertion jusqu'à un titre professionnel. Et pour ça, du coup, on a vraiment déployé une méthodologie à la fois de formation sur le chantier, mais aussi sur des plateaux pédagogiques qui sont aménagés sur les sites qu'on restaure. Alors effectivement, on peut se dire, Actavista vient, c'est déjà une manière de faire vivre le patrimoine, j'aurais envie de dire, parce que finalement, c'est une manière, de le réinvestir, d'une manière en plus qui est noble et qui est belle, qui est d'une manière sociale, et puis de permettre aussi à ces hommes et ces femmes qu'on pourrait dire un peu éloignés des questions patrimoniales ou culturelles, finalement, ils vont non seulement le toucher du doigt, mais encore plus vraiment participer de manière très importante à sa préservation et sa valorisation. Ça, c'est une première chose. Et puis, effectivement, on avait cette frustration parfois de se dire finalement Actavista intervient à des endroits, ouvre les sites d'une certaine manière, et puis repart et parfois il se passe plus rien. C'est heureusement pas souvent le cas, même si notre vocation, notre première vocation, c'est vraiment de développer ces chantiers d'insertion. Mais il se trouve qu'à Marseille, on a eu une aventure un peu incroyable puisque l'association mène ses chantiers d'insertion depuis 20 ans sur ce site majeur que vous voyez sur l'écran, qui est le Fort Saint-Nicolas, la citadelle de Marseille. C'est pharaonique, hein, c'est immense. Qui est effectivement un site qui fait 5 hectares, donc c'est vraiment un immense patrimoine qui est en plein cœur de Marseille, qui a appartenu à l'armée. Quand on est arrivé en 2003 avec Actavista, c'était l'armée qui était propriétaire. L'armée l'a cédé à la ville en 2010. La ville a fait perdurer, permis la continuité des chantiers d'insertion et puis a décidé en 2017 de lancer un appel à manifestation d'intérêt pour désigner un gestionnaire de ce lieu. Et donc le groupe SOS et Actavista ont répondu à cet appel à projet, l'ont remporté.
Et donc se retrouver avec détenteurs en quelque sorte de ce patrimoine multiple, parce que c'est à la fois un patrimoine bâti avec une importance certaine, un patrimoine du XVIIe siècle, enfin entièrement monument historique. Il n'avait jamais été ouvert aux Marseillais en plus. Qui n'avait jamais été ouvert au public. Un patrimoine naturel aussi, on l'aperçoit un peu riche et important dans une ville qui est très minérale. Et puis voilà, un patrimoine aussi historique et mémoriel qui était peu ou pas exploité. Donc on se retrouve avec ce bâtiment pour 40 ans via un bail amphithéotique en partenariat avec la ville de Marseille. On a décidé, le but c'était de l'ouvrir au public, le rendre en quelque sorte, de rendre cette citadelle qui était un fort de siège défensif aux Marseillaises et Marseillais. Avec une première étape très forte qui a été en mai 2024, puisqu'on a ouvert une partie de la citadelle au grand public. Et surtout, on a développé tout un projet culturel et touristique. C'est là où la connexion se fait avec Réinventer le patrimoine, parce qu'on a candidaté à cet appel à projet en 2019 et nous avons été lauréats. Et Réinventer le patrimoine nous a vraiment accompagnés dans une phase décisive du projet, qui était une phase un peu de construction du projet, et nous a permis vraiment d'affiner un peu les briques d'activité, de bien étudier aussi son intégration dans le territoire. On a travaillé beaucoup sous l'impulsion aussi de Réinventer le patrimoine à des concertations publiques, à la fois avec les habitants, entre guillemets, du fort qui étaient déjà là, les salariés en insertion. Il y a 150 salariés en insertion qui travaillent chaque jour à la restauration du lieu. Donc ça vous donne un peu l'idée de l'ampleur. Donc il y a quasiment presque 200 personnes en fait, qui sont présentes sur le site déjà au quotidien, juste qui viennent travailler sur place. Et donc ça nous a permis d'affiner les briques d'activité. Ces briques d'activité, elles sont somme toute assez classiques. Ce sont des visites guidées qu'on a lancées avec différentes, thématisées en lien avec le patrimoine bâti, l'histoire, le patrimoine naturel. On a ouvert une guinguette, on a ouvert une boutique. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On fait de l'événementiel, on loue les espaces parce qu'évidemment, on sait bien que pour le modèle économique, il faut aussi valoriser le foncier. Et puis, il y a toute une dimension aussi culturelle, évidemment, qu'on développe en travaillant avec des acteurs du territoire, en produisant aussi des événements phares plusieurs fois dans l'année, les journées européennes des métiers d'art, les journées européennes du patrimoine, la fête de la musique. Tu veux me couper? Non, ça suffit, là, on arrête. Peut-être juste pour finir sur la dimension culturelle et artistique, parce que ce que tu disais, Valère, c'est très juste, c'est-à-dire qu'on rêvait un peu au départ de pouvoir être un lieu de création et de développer un projet essentiellement culturel, alors très enraciné dans notre dimension sociale, mais voilà, il y a une réalité économique aussi qui est là, et qu'il faut que aussi on développe des briques d'activité qui sont plus à vocation touristique, on va dire. Mais cette dimension artistique et culturelle, elle est quand même très présente et très forte. On accueille des résidences d'artistes et qui sont très orientées sur la dynamique participative avec les salariés en insertion, avec les voisins, avec les habitants, pour pouvoir construire des nouveaux récits, et que finalement ces personnes qui gravitent un peu autour du fort puissent pas seulement être spectatrices ou passive, ou en tout cas venir participer à des visites guidées, mais vraiment être acteur finalement du développement de ces récits et de ces outils de médiation qu'on est en train de mettre en place. Je voulais juste poser une question. Non, mais le modèle économique, parce que là, les 150 salariés, les 150 personnes qui sont en réinsertion, le personnel, évidemment, comment on équilibre ça économiquement? Parce que j'imagine que vous ne les payez pas comme sous l'Égypte pharaonique avec une pinte de bière. Parce que je dis ça parce que ça me fait penser à une pyramide quand on regarde cette citadelle. Donc le modèle économique, vous avez évidemment du soutien, c'est ça, hein? Alors oui, sur la partie chantier d'insertion, effectivement, on est soutenu notamment par le ministère du Travail, qui finance une grande partie des contrats des salariés en insertion qui sont effectivement payés au SMIC horaire et qui sont à 26 heures moyenne par semaine. C'est vraiment un dispositif prévu par l'État qui s'appelle les ateliers chantiers d'insertion. Et après, la Citadelle de Marseille, donc, qui est l'association qui est titulaire du bail amphithéotique, va chercher aussi des subventions d'investissement pour pouvoir participer au financement des chantiers. Et du mécénat. Et du mécénat, tout à fait. Ouais. Donc c'est vraiment, on hybride au maximum les ressources et le modèle économique. Mais ça reste un challenge très important
compte tenu du fait qu'il faut effectivement restaurer 5 hectares d'édifices bâtis avec des contraintes d'exploitation, ce que tu pointais, Valère, aussi du doigt, c'est qu'on travaille sur des monuments historiques avec des lieux qu'on ne peut pas transformer. Alors c'est aussi sa grande valeur, hein, parce qu'il reste, il est préservé en l'état. Néanmoins, aujourd'hui, notre salle la plus grande peut accueillir 19 personnes. Non, j'exagère un peu. Peut accueillir une petite cinquantaine de personnes, mais voilà, ça montre aussi la limite des capacités aussi d'exploitation et de ressources financières que peuvent être générées par ce genre d'édifices. Et je me demandais, alors du coup, parce que ça fait longtemps que je vois ce chantier en cours, la date, vous vous rapprochez de la fin, vous pensez que là, vous l'avez encore, parce que c'était 40 ans. Ouais, 40 ans à partir de 2021, de décembre 2021, donc on doit être à 37-38. Voilà. Alors honnêtement, on n'en sait rien. D'accord. On sait que ça va prendre plusieurs dizaines d'années, certainement, au moins 10, voire 20. Et sans compter en fait aussi tout le travail de maintenance qu'il faut faire sur les premiers travaux qui ont été faits il y a 15-20 ans. D'accord, très bien. Super, merci beaucoup. Et puis on va donc, Antoine, passer à un autre sujet qui nous sort un peu, qui est lié au patrimoine, mais qui est avec plutôt côté tech, avec Snapchat, qui est l'application extrêmement, la 5e application la plus utilisée de réseaux sociaux, j'ai vu ça en France. Et apparemment, 90% des 15-25 ans l'utilisent. Donc je sais pas, moi je connais très peu Snapchat, je dois dire, mais voilà, c'est vraiment une application qui a l'air extrêmement bien fonctionner. Et vous avez développé une sorte d'institut culturel au sein de Snapchat. C'est plus ou moins une sorte de filiale culturelle avec des projets qui peuvent permettre également de revaloriser le patrimoine. Je crois qu'on le met. Voilà. Il y a un petit film qui passera derrière pendant l'explication d'Antoine. Peut-être, alors vous allez nous raconter un petit peu ce que vous avez développé et puis ce que ça donne, est-ce que c'est utilisé, est-ce que ça fonctionne. Vous devez commencer à avoir des retours d'expérience, j'imagine. Bah oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette intro, effectivement. Vous demandez peut-être que Snapchat fait ici, mais voilà, peut-être que vous allez, après cette présentation, comprendre qu'on a une réelle valeur ajoutée dans l'univers de la culture grâce à notre technologie qui est la réalité augmentée. Mais déjà, qui est sur Snapchat? Juste levez la main si ça ne vous embête pas de... Voilà. Ah, quand même. D'accord. Donc, ça va. Il y a des gens qui connaissent Snapchat. Ceux qui connaissent Snapchat l'auront remarqué, quand on ouvre Snapchat, on ouvre sur la caméra. On n'ouvre pas sur un fil d'actualité. Donc, depuis qu'on a créé Snapchat, la société Snapchat investit dans la caméra pour créer une manière d'interagir avec cette caméra. Et c'est la réalité augmentée, ce sont les filtres, ce sont les lens. Donc, ça fait 10 ans, puisque ça a démarré en 2015, qu'on raffine cette technologie et qu'on la rend de plus en plus puissante. Et ce qui est intéressant, c'est que cette technologie, elle est au service des gens qui sont sur Snapchat pour animer les conversations de manière, on va dire, fun, ludique, mais elle est tellement puissante qu'elle peut devenir utile. Elle peut devenir utile à la société, utile à la culture, utile à la médiation culturelle. Et donc, il y a 3 ans, enfin, c'était plus exactement à l'initiative de Choose France 2021, que notre fondateur Evan Spiegel a décidé de créer le premier centre d'excellence de la réalité augmentée à Paris et de le faire à Paris. Pourquoi ? Parce que vous êtes là, parce que la culture française rayonne dans le monde et c'était une volonté de commencer par la France, mais aussi parce qu'en France, on a des talents. On a les meilleurs talents pour faire de la réalité augmentée, c'est-à-dire pour faire de la 3D, pour faire du design, pour faire du code. Et quand je parle de talent, je parle d'écoles. On a les meilleures écoles au monde qui proposent ce genre de compétences. Donc ça faisait du sens pour l'écosystème culturel et par rapport à l'écosystème de forces vives qui sont déjà présentes dans l'écosystème, de commencer par la France. Et donc, on est 12 personnes, donc on est moins nombreux que sur le chantier de Marseille, hein. Mais on est vraiment 12 au service de ce studio qui s'appelle le studio de l'AR Studio de Snapchat, studio de réalité augmentée. Et donc, on met la technologie de réalité augmentée au service des institutions culturelles. Là, le film qui tourne, c'est une expérience qu'on a proposée. Ça donne faim, mais... Voilà. Pour le château de Chantilly, on a fait une sorte de tripartite entre l'art culinaire, le patrimoine qu'il y a à Chantilly, qui remonte depuis Vatel jusqu'à de nos jours. Et là, ce qu'on voit, ce sont
des menus qui étaient servis à l'époque du duc d'Aumale, donc dans la salle, la grande salle du duc d'Aumale où il recevait Victor Hugo, Sissi impératrice. Et donc ce chef a recréé des plats d'époque et on les a scannés en photogrammétrie et on les propose aux visiteurs. Donc on est intégré dans les collection permanente, si on peut dire, parce que pour tous les visiteurs qui rentrent au château de Chantilly, que ce soit au début ou à la fin de la visite, parce que c'est un élément qui permet d'entrer ou de sortir, eh bien, on va pouvoir scanner un QR code et faire réapparaître les menus d'époque et de redécouvrir ce qui se passait à Chantilly. Après, on peut aller aussi sur des choses plus monumentales. Là, la vidéo qui va démarrer, si vous cliquez sur Play, c'est ce qui se passe, ce qu'on a fait avec un artiste qui s'appelle Christian Marclay, qui voulait qu'on crée une expérience d'accueil pour sa rétrospective au Centre Pompidou. Donc, toutes les personnes qui arrivaient sur la place de Centre Pompidou pouvaient scanner un QR code et expérimenter une sorte d'œuvre que Christian Marclay nous avait commanditée et dans laquelle on pouvait jouer avec les sons du bâtiment. C'était sa vision. Christian Marclay est un artiste qui travaille sur le son. Et donc, toutes les personnes pouvaient utiliser la façade de Pompidou comme une sorte d'instrument de musique, tout ça à travers leur téléphone, en réalité augmentée, etc. Donc ça, c'était une belle aussi manière de montrer que la technologie peut être au service d'une expérience d'accueil artistique, collaborative, etc. On voit des images du studio, des gens de mon équipe qui travaillent sur ce genre d'animation. Et donc, depuis 3 ans, on a sorti à peu près une dizaine de projets par an. Donc, si on enlève l'été, ça fait presque un par mois. Et notre but, c'est d'à chaque fois d'éclairer une manière d'utiliser la réalité augmentée au service de la culture. Donc, soit à travers des partenariats qu'on fait avec ces institutions, soit directement avec des artistes. Et notre but, il est là, il est non commercial. Donc, on fait vraiment des partenariats ou du mécénat de compétences. Donc, quelque part, on investit dans l'écosystème en créant ces opportunités-là sans que ça coûte de l'argent à nos chères institutions. Puisque nous, notre valeur ajoutée, elle est de faire la démonstration que cette technologie, elle peut être utile. Je le dis en introduction, pour nous, elle est utile dans la médiation culturelle. Là, on en voit des exemples. C'est des choses que... On a tous un téléphone dans la poche. Donc, quelque part, on a tous de la réalité augmentée à portée de clic. Il suffit de scanner un QR code. Je pense que tout le monde sait scanner un QR code. Avant le Covid, ce n'était pas le cas. Maintenant, je pense qu'on est tous rompus à l'exercice. Donc, c'est très simple d'un point de vue médiation. Il suffit de s'approcher d'un QR code et de scanner. Donc, voilà un peu la mission de l'AR Studio. On crée ces contenus et on les développe en partenariat avec des institutions culturelles. Il y en a une qui va arriver, je ne sais pas dans quelle heure sont les vidéos, donc c'est complètement freestyle. Mais est-ce que c'est celle-là? Non, après. Ah, elle redémarre. Ah, voilà. Sur l'Égypte. On est parfaitement synchro parce que je veux dire qu'au-dessus de notre tête, là, à peut-être 2-3 étages de plus, peut-être un seul d'ailleurs, je ne sais plus exactement à quel niveau on est, on a eu la chance de collaborer avec le département de l'Égypte antique du Louvre et on a lancé, il y a 1 an et demi déjà, un programme qui en fait permet d'augmenter des œuvres dans les galeries égyptiennes. Donc en gros, M. Vincent Rondeau, qui est le conservateur de l'Égypte antique et vice-président du Louvre, avait cœur de faire rentrer la technologie dans le musée. Et il a été pour nous un ambassadeur parfait. Pour la petite anecdote, comme il est égyptologue, il voulait être le premier à faire rentrer, c'est lui qui l'a dit, cette technologie au Louvre, parce que comme les Égyptiens étaient ceux qui, en général, inauguraient les nouvelles technologies, lui, il voulait que son département inaugure la réalité augmentée au Louvre, parce que c'était la première fois qu'il y avait une expérience comme ça qui avait été proposée dans les galeries du musée. Là, on le voit en action, il est en train de passer son téléphone devant le Naos d'Amasis, qui est un bloc de granit qui est quand même assez conséquent. Et grâce à cette technologie, le Naos va reprendre ses fonctions initiales, c'était un lieu de prière, d'offrande, et donc on a réinstallé les portes, remis les hiéroglyphes, remis les offrandes, etc. Et donc les visiteurs qui passent devant ce bloc de granit, simplement en scannant le QR code, ils peuvent voir ce qui se passe. Ça c'est la chambre des ancêtres. Le film est un peu cuté, il faudrait le son pour bien comprendre. Mais là, voilà un exemple, on va pouvoir redonner les couleurs aux hiéroglyphes parce que la caméra du téléphone, je vais dire, elle est devenue puissante et elle va s'ancrer sur des hiéroglyphes qui sont à peu près effacés et elle va y remettre les bons pigments, y remettre... là, c'est le Zodiaque de Dendera, qui est une œuvre très complexe. C'est un plafonnier, il faut se tordre le cou pour la regarder. Ça mélange les constellations babyloniennes, égyptiennes et romaines, donc c'est très compliqué à comprendre. Et là, grâce à la 3D, on va la faire descendre au niveau du regard, on la décompose en 3 dimensions et la personne qui est face à cette pièce peut un peu mieux la comprendre.
Donc ça, c'est grâce à cette capacité technologique et à la volonté du Louvre de pouvoir mettre ça à la disposition de ses visiteurs. Bon, on a aussi fait des masques qui sont plus liés à l'usage basique de Snapchat, c'est-à-dire de se mettre face à sa caméra et augmenter son visage. Mais c'est des masques qui sont validés par les curateurs du Louvre, donc ils sont scientifiquement justes. Et c'est ça qui intéressait le Louvre. Et je voudrais aussi citer ce qu'avait dit Laurence Descartes, qui, quand elle a découvert le projet, a dit, moi, ce qui m'intéresse avec cette technologie, c'est que les gens ne détournent pas le regard de l'œuvre. Dans les dispositifs de médiation, vous êtes, je pense, beaucoup de professionnels ici à faire, on a mécaniquement envie de regarder la vidéo qui nous présente. Même si elle est à côté de l'œuvre, notre regard va se mettre sur la vidéo ou sur un mur d'explication et mécaniquement, on n'est plus focalisé sur l'œuvre. Là, comme on regarde l'œuvre et qu'elle est augmentée, ça a intéressé aussi le Louvre de tester ce genre de nouvelles technologies pour innover dans la médiation et les parcours visiteurs. Voilà, je parle beaucoup là. Non, c'est très bien. Ah bon. Et le retour, là, ça fait 1 an et demi du coup au Louvre. Je me demandais, est-ce que ça permet justement aussi de ramener des gens de la communauté Snapchat, enfin un public plus jeune, vers les musées. Enfin, est-ce que vous trouvez est-ce que vous avez des chiffres là-dessus Alors, ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, ce qui intéresse souvent les partenaires avec qui on travaille, c'est d'abord la technologie, puisqu'ils veulent utiliser la réalité augmentée dans un parcours de médiation, mais ils sont intéressés aussi par l'audience de Snapchat. Ouais. En France, Snapchat, c'est 21 millions de ce qu'on appelle daily active user. En français, c'est utilisateurs quotidiens. Donc, il y a à peu près un internaute sur deux, un mobinaute sur deux qui utilise Snapchat tous les jours, etc. Donc, avoir la capacité de toucher presque une personne sur deux grâce à cette technologie. Alors, la moyenne d'âge sur Snapchat, elle est plus âgée qu'on le pense. Je ne vais pas faire un sondage, on est trop nombreux, ça serait drôle de jouer avec l'audience, mais voilà, je vous le dis, le chiffre, c'est 32 ans. Aujourd'hui, la moyenne d'âge sur Snapchat, c'est 32 ans, ce n'est pas que les jeunes. Voilà. Il faut savoir que les jeunes ont vieilli. Hein. On a l'appli à 16 ans. Donc, ceux qui avaient 16 ans il y a 16 ans, ils ont 32 maintenant. Donc, c'est la partie flippante, là. Ouais. Voilà. Donc, rassurez-vous, voilà, moi je suis très vieux aussi, donc il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que l'audience de Snapchat intéresse les institutions, mais c'est plutôt la technologie qui rentre en jeu. Parce qu'en plus, nous, les Art Studios, on n'est pas là pour créer de l'audience supplémentaire. Je ne dis pas qu'on n'en a pas besoin, mais ce n'est pas l'objectif principal. À tel point qu'on voyait l'exemple de Chantilly. Si vous allez à Chantilly et que vous scannez le QR code, si vous avez Snapchat, ça ouvre Snapchat. Si vous n'avez pas Snapchat, ça ouvre votre navigateur et on propose l'expérience en ce qu'on appelle Web AR. Donc la même expérience est disponible dans votre navigateur web. Donc du coup, on touche tout le monde. On n'est pas obligé d'avoir Snapchat pour utiliser l'expérience. Au Louvre, pour être transparent, on a fait... D'abord, ils étaient intéressés par l'audience et on a mis des choses tellement avancées d'un point de vue technologique que c'était compliqué à faire tourner sur un navigateur web. Donc, les expériences qui sont en ce moment au Louvre ne fonctionnent que grâce à Snapchat. Mais la technologie est assez versatile pour vivre sur d'autres types de systèmes et même vivre dans les applications. Il y a en ce moment, je ne peux pas dire avec qui, mais on travaille avec une grosse institution culturelle que ça va sortir au mois de juillet. Et ils ont une app qui est énormément utilisée. Et notre technologie peut tout à fait vivre dans l'application. On a un SDK, pour rentrer dans le terme technique, qui permet de faire tourner notre technologie en marque blanche dans l'application d'une grosse institution culturelle. Donc ça ouvre la caméra et on a des filtres, des lenses qui vont, etc. Donc c'est un peu au choix en fait. On peut utiliser l'audience, son audience, une audience large grâce, etc. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette technologie, c'est qu'elle n'est pas réservée à Snapchat, même si c'est Snapchat en tant que leader de la réalité augmentée qui, oui, j'ai placé, nous sommes le leader de la réalité augmentée, mais c'est méconnu. Et voilà. Et effectivement, il y a encore 2 ans ou 3 ans, avoir le Louvre et Snapchat dans la même phrase, ça faisait un peu bizarre. Mais en fait, grâce à cette technologie, on est assez légitime pour dire qu'aujourd'hui, cette tech permet d'innover et de appréhender différents aspects de la culture de manière différente. Donc un autre moyen en effet, de dynamiser les pratiques culturelles, la visite du patrimoine. Est-ce que, avant qu'on demande s'il y a des questions dans notre vaste assemblée, est-ce qu'il y a des réactions sur ce que vous avez entendu de la part des interactions
Non, peut-être simplement dire qu'effectivement, sur le patrimoine, il faut être assez humble et c'est des projets qui sont très complexes. Voilà. On l'a vu tout à l'heure avec l'exemple de la citadelle et ce que racontait Pâquerette. On ne peut pas forcément dupliquer un modèle sur un autre site. Voilà. Et ça, c'est important de le dire. Chaque projet est différent, chaque site a ses caractéristiques, a ses volumes en mètres carrés, ses espaces intérieurs, extérieurs, à son état sanitaire aussi lorsqu'il est fermé au public. Et donc, suivant l'état sanitaire, il y aura des montants d'investissement plus ou moins importants. Voilà, chaque site est implanté dans un territoire différent. Donc là, ce qui peut se faire dans un territoire pourra peut-être pas se faire dans l'autre, a une histoire particulière, etc. Voilà. Donc, ce qu'on peut apporter, nous, c'est de la méthode, voilà, pour réfléchir, pour développer des nouveaux usages, des nouvelles activités, mais voilà, toujours avoir un petit peu ce warning, parce que parfois on peut avoir aussi des élus qui sont en attente, voilà, d'aller très très vite, et simplement dire que sur le patrimoine, il faut prendre le temps. Voilà. Ouais, je suis content de t'entendre dire ça, parce que c'est vrai que pour avoir travaillé dans certains endroits avant, il y a parfois toujours des nouveaux élus ou qui pensent avoir en effet la formule miracle qui va ressusciter certains sites, et c'est pas toujours simple. Il y a des sites qui seront toujours en difficulté. Enfin, c'est un peu parfois il y a quand même une règle dans le commerce et dans le tourisme, c'est être dans le flux. Donc ça aussi, je partage tout à fait cet avis, et je te remercie de l'avoir souligné. D'autres réactions? Si tu permets, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu disais. Et non seulement ça, mais c'est aussi une interaction. C'est-à-dire que le patrimoine, on ne le fait pas vivre seul. On le fait vivre avec des acteurs, quels qu'ils soient. Et je crois que c'est très, très important pour que tout à chacun se l'approprie. Ça peut être dans le cadre de chantiers d'insertion, ça peut être dans le cadre d'outils de réalité virtuelle, ça peut être dans le cadre de spectacles participatifs. On le fait avec l'autre, quel que soit l'autre. C'est vrai, merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ces deux dernières remarques tout à fait inspirantes? Des questions sur ce que vous avez entendu? Profitez-en, vous avez nos intervenants qui sont là. La première question est toujours compliquée. Voilà, merci madame. Bonjour et merci d'être là. Voilà, j'ai une question très simple. Vous représentez donc quasiment des grandes institutions. Vous m'entendez là ou pas? Oui. Ouais. Vous représentez des très grosses institutions, si j'ose dire. Je ne sais pas si dans le public, il y a des institutions plus modestes. Est-ce qu'il y a des modèles économiques que vous voyez poindre pour ce genre d'institutions un petit peu plus modestes qui n'auraient pas eu forcément la possibilité d'expérimenter comme vous et donc de faire un partage d'expérience avec ces plus modestes institutions? Juste, alors je me mets pas du tout dans de ce que vous présentez comme étant des grosses institutions, parce que nous sommes des associations, loi 1901, donc on n'a pas du tout au départ d'accompagnement particulièrement puissant, même financier. On va tout chercher en fait. On est allé chercher effectivement réinventer le patrimoine, qui a été une formidable opportunité pour nous. On passe notre temps en fait à aller chercher, à répondre à des appels à projets, à aller chercher des fonds pour pouvoir développer nos projets. Donc on n'a pas, en tout cas nous on reste vraiment un projet à petite échelle, si je puis dire, même si le monument paraît énorme. Donc réinventer le patrimoine accompagne aussi des projets de cette ampleur-là. Après, c'est une question, je pense, de balance un peu sur les perspectives et la viabilité un peu de ces modèles, quoi, qui doivent être un peu hybridés pour pouvoir se projeter dans le temps. Simplement pour compléter, donc effectivement, réinventer le patrimoine, on intervient sur plutôt des projets d'ampleur, ce qu'on disait, plusieurs milliers de mètres carrés. On a aussi, alors ça c'est, on a 3 piliers dans notre activité. On accompagne individuellement des projets en ingénierie, ce que j'ai présenté. On a aussi un centre de ressources en ligne
qui est accessible gratuitement, où on partage des outils méthodologiques et des bonnes pratiques, voilà, des exemples benchmark, en particulier sur l'axe modèle économique, et regarder toutes les bonnes pratiques sur un certain nombre d'activités, de recettes propres, que ce soit l'activité billetterie, l'activité boutique, restauration, location d'espace, hébergement touristique, etc. On a fait un benchmark aussi sur les expériences immersives dans des sites patrimoniaux et on a regardé effectivement ce qui marche pas, les modèles économiques d'investissement, d'exploitation. Voilà. Donc c'est de dire, pour les projets qu'on ne pourrait pas intégrer, il y a aussi ce centre de ressources sur la réinventerlepatrimoine.fr où il y a aussi un réseau LinkedIn où on partage tout ça, qui est accessible à tout le monde. Et puis, va apparaître bientôt un guide pratique sur le développement de tiers-lieux dans des édifices patrimoniaux. Et souvent, on constate, notamment en zone rurale, qu'on a des grands patrimoines, mais on n'a pas forcément les X millions d'euros pour pouvoir le réhabiliter et développer un projet économique qui a des possibilités d'activer le lieu progressivement et de développer de manière, on va dire, légère, frugale, on le dit comme on veut, des projets, des petites économies, d'abord sur des temps courts, et puis après de voir comment on peut faire grossir ça. Et donc, on va faire paraître un guide avec 4 monographies, 4 sites observés, dont le site de Jossigny, propriété dans l'escarcelle du CMN, mais aussi d'autres sites en zone rurale, où on regarde comment ils se sont développés, et parfois avec des moyens finalement assez limités. Voilà. Et ça, c'est important, et ça va être de plus en plus, c'est-à-dire qu'on va plus forcément avoir, comme dans les années 80, 90, des collectivités qui peuvent mettre 20 millions, 30 millions d'euros sur un projet en disant on va voir si ça marche ou pas. On a plus ça. Donc c'est de voir comment on active des lieux avec des petites économies, notamment associatives, pour les faire vivre. Moi, je voulais juste... pardon. Non, je voulais juste ajouter que nous, si Snapchat n'est pas une institution culturelle, c'est une société commerciale, c'est une application, etc. En revanche, notre Air Studio, on a aussi cette mission d'investir dans l'écosystème, et les exemples qu'on a créés, ils ont cette vocation à donner aussi la possibilité à des plus petits studios, des créateurs, même parfois individuels, à travailler dans l'espace culturel avec des institutions locales, par exemple. On a eu des très bons retours d'expérience quand on a présenté ces cas comme le Louvre et Chantilly, de studios qui sont venus nous dire merci, grâce à vous, on est allé présenter cet exemple à le musée de notre ville, et là, on est en train de travailler avec eux sur un projet. Donc, c'est aussi pour montrer un peu la voie. Alors, ça passe par des gros exemples, des grosses institutions, mais ça infuse et ça rend les choses un peu possibles aussi. Et ça crée, on espère, un effet d'entraînement qui est positif et vertueux, même pour les plus petits, quoi. Et nous, on a des gros, évidemment, mais vous connaissez tous l'Arc de Triomphe ou l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Vous connaissez peut-être un peu moins Chareil-Saint-Trat ou Puy-Guilhem. On a des tout petits monuments aussi, pas dans leur capacité ou en tout cas dans leur qualité, mais en tout cas des petites équipes et des lieux un petit peu perdus. Et ce que vous dites, on le fait avec nos gros monuments, mais on a cette problématique, nous, avec nos petits monuments. Effectivement, on travaille avec eux sur un modèle social, sur un modèle économique. Et puis, on intervient, nous sommes maîtres d'ouvrage, donc on intervient sur nos propres monuments, bien entendu, mais on intervient aussi, par exemple, le château d'Arouet, qui est à côté de Nancy. Nous l'exploitons pour un propriétaire privé. Donc, on intervient aussi et on a ce que nous appelons CMN Institut, un institut de formation où on fait de l'ingénierie, où on est amené aussi à aider des collectivités ou des propriétaires privés. Et je conclurai en disant il y a quand même aussi dans les petits lieux patrimoniaux des associations, je trouve, qui sont super dynamiques. J'avais croisé, je ne sais pas si ils sont peut-être là d'ailleurs, Alma Gestion, mais j'avais trouvé ça très très bien. Et puis d'autres qui gèrent des châteaux comme Tous au Château. Et j'ai croisé, parce que souvent ça m'intéresse, ce modèle-là. J'ai vu, on voit parfois des projets privés avec des gens extrêmement créatifs et malins, notamment qui inventent quelque chose à côté du site, à côté du château. Alors, je ne le cite pas, mais il y en a un qui m'avait impressionné. Il avait rassemblé des animaux un peu rares, on va dire. Et enfin, c'était pas
plus que ça restait des reines ou je sais plus quoi, enfin, qui étaient très bien. C'était pas et il y avait, ça défilait les familles, mais alors c'était plus du développement, là, c'était la croissance à 2 chiffres. C'est vrai que parfois certains exploitants de lieux arrivent à trouver aussi la bonne idée. Alors ça marche pas partout parce que quand on est vraiment isolé de tout, c'est compliqué. Mais la bonne idée qui fait que ça crée un flux et ça permet de générer des recettes et un intérêt, etc. quoi. Donc parfois c'est assez surprenant de voir des modèles, on ne s'attend absolument pas dans des régions et ça fonctionne super bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez vu, chaque question c'est un quart d'heure de réponse, donc il n'y en a plus qu'une. Voilà, madame. Oui, ça a été un petit peu abordé, mais la question des tiers-lieux, justement, j'aimerais bien. Enfin, j'étais pas là au début. Est-ce que si ça n'a pas été abordé au début, mais peut-être voilà, comment développer dans des lieux qui soient peut-être plus petits, patrimoniaux, et faire vivre d'autres actions qui n'ont pas forcément à voir avec le lieu en lui-même, et comment favoriser cet axe. Ouais, je vais démarrer, tu compléteras. Il y a différents axes. On peut l'imaginer de différentes façons. On peut l'imaginer, nous, dans les exemples que j'ai, les tiers-lieux que nous avons mis en place dans nos monuments, c'est ce que je disais, ça peut être lié simplement au métier d'art, parce qu'on a un tiers-lieu où nous avons des artisans d'art, des jeunes pousses, en fin de compte, que nous hébergeons. Dans d'autres lieux, ça peut être un lien plus proche aussi avec une collectivité territoriale pour peut-être y accueillir. Ça peut être une école d'art plastique, par exemple. Mais on peut imaginer aussi, puisque c'est faire vivre le patrimoine, les nouveaux modèles, c'est bien le titre de notre conférence. On peut très bien imaginer aussi dans des territoires ruraux notamment, c'est de pouvoir accueillir des services pour les usagers, des maisons France Service, ce travail avec les collectivités locales. On peut imaginer vraiment différentes choses et vraiment le tiers-lieu, il peut être à différentes dimensions. Il peut être uniquement sur un modèle social, avec une activité économique aussi pour pouvoir équilibrer les choses. On peut en faire ce que l'on veut. En fin de compte, dans le mot tiers-lieu, il y a pléthore de modèles différents. Moi, je peux citer un exemple d'un projet qu'on accompagne, qu'on aime beaucoup, qui s'est concrétisé, puisque quand on l'a pris en accompagnement, il était fermé, aujourd'hui il est ouvert. C'est le château de Bouillancourt, qui est à la limite entre la Normandie et la Picardie. Alors là, on est dans un petit projet, on est dans un bled, parce qu'il n'y a pas un commerce. Voilà, il y a vraiment des propriétaires qui ont racheté ce site, qui était un peu en ruine. Et le pari qu'ils ont fait, c'est de se dire comment on peut l'ouvrir très très vite. Voilà. En fait, c'est une fois qu'il est accessible et en sécurité, comment on fait pour développer des activités. Alors souvent dans le tiers-lieu, on va regarder déjà les espaces extérieurs parce que c'est là où en fait on peut très vite activer les choses. Donc ce qu'ils ont fait, c'est que, et ce qu'on recommande toujours, c'est de commencer par un diagnostic du territoire. C'est de regarder c'est quoi mon territoire, c'est quoi ses besoins, et dans les différents besoins, les différentes politiques publiques, je sélectionne les sujets sur lesquels j'ai envie de m'investir en tant que tiers-lieu. Et ça permet quoi? Ça permet aussi de réunir des habitants, des citoyens, les collectivités territoriales, de faire parler de son projet. Et en fait, ils ont été super forts parce qu'ils ont réussi à réunir tout un collectif autour d'eux et ils ont fait parler d'eux. Et finalement, c'est là où aussi on peut prendre le contre-pied du patrimoine. C'est que souvent, on se dit on a un beau patrimoine, ça va marcher. Eux, leur site, il est très beau, hein, il est inscrit, moi je suis normand, enfin, c'est des briques, voilà, c'est très l'architecture typique. Enfin, c'est pas un château incroyable, quoi. Mais par contre, il y a une dynamique humaine, une énergie qu'ils ont mise et qui permet en fait de réunir derrière les pouvoirs publics, du mécénat et de développer toute une énergie, tout un projet. Voilà. Donc ils ont commencé avec les espaces extérieurs, ils ont réussi à restaurer le château. Le château est toujours d'ailleurs en travaux sur certaines dépendances. Et ils ont développé des activités à la fois culturelles et économique. Il y a toujours les deux pendants, en fait. Un projet qui marche, c'est un peu la combinaison entre une bonne vision d'un projet,
en l'occurrence de tiers-lieux, et puis du pragmatisme économique. Et en termes de gouvernance et de modèle, ils ont créé une SAS d'exploitation pour gérer toutes les activités commerciales. Et puis après, ils ont des associations culturelles, une pour la permaculture et puis une pour les activités d'événementiel culturel, voilà, des expositions, des concerts. Voilà. Et souvent, l'une nourrit l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont des chambres d'hôtes, mais vous ne voulez pas faire juste chambre d'hôtes, sinon ça serait apparenté voilà, à de l'hébergement touristique pas très intéressant. Ils se sont dit on va faire des séminaires résidentiels en associant à la permaculture, donc des formations de permaculture et puis du logement sur place. Et en fait, ils développent comme ça un modèle qui s'équilibre. Et puis derrière, ils arrivent à fédérer, je pense, les énergies pour sortir leur projet. Ça fait 4-5 ans qu'ils sont sur le site et le site, il est quasiment retapé. Voilà, c'est assez épatant. Et vraiment, on est en zone rurale, dans une destination qui n'est pas du tout touristique. Donc c'est de dire, quand il y a vraiment une envie, il y a alignement des planètes et on arrive après à dégager les fonds et l'organisation d'exploitation pour sortir les projets. Eh ben, merci beaucoup Valère pour cette petite histoire qui nous permet de conclure cette table ronde pile à l'heure, puisque c'est 18h dans quelques secondes. Et je voulais juste terminer en disant finalement ce qu'on retient pour faire vivre le patrimoine, c'est évidemment le projet culturel, le projet économique, mais surtout fédérer toutes les énergies avoisinante de l'écosystème d'un territoire autour d'un lieu, autour d'un projet. Et on voit que c'est la beauté de ces projets, c'est que c'est à la fois beaucoup d'imagination et beaucoup de liens. Donc j'espère que ça vous aura inspiré. Je vous remercie beaucoup d'avoir assisté à cette session. Merci beaucoup. On peut remercier nos experts intervenants.